Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Rouba Ghazal, qui est députée de Mercier avec le Parti Québec solidaire. Puis, en fait, Madame Ghazal est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. Donc, on a eu une discussion ensemble sur le sujet de la condition féminine au Québec, entre autres. Donc, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour, Madame Ghazal. Bonjour, Merci beaucoup Camille. d'avoir accepté de prendre du temps pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. J'imagine que votre horaire est quand même chargé. Ah, ben ça fait vraiment plaisir. En fait, j'aimerais ça que vous vous présentiez pour les personnes qui ne vous connaissent pas présentement à la maison. Oui, donc mon nom est Rouba Ghazal. Moi, je suis députée de Mercier. Mercier, ça, c'est le plateau Mont-Royal et le Myland. Je suis députée pour la première fois depuis 2018 et j'ai été réélue pour un deuxième mandat en 2022, donc le 3 octobre dernier. Et je porte, entre autres, au nom de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, le dossier de conditions féminines. Éducation, culture, langue française aussi, mais conditions féminines aussi. Et moi, juste pour me présenter, je suis née au Liban. Et je suis d'origine palestinienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Je parlais pas le français. Je l'ai appris dans une classe d'accueil à Montréal, le français. Et je suis entièrement maintenant québécoise et aussi fière élue à l'Assemblée nationale du Québec, impliquée dans Québec solidaire depuis sa fondation en 2006. OK. Puis en quoi ça consiste de représenter la condition féminine au Québec? Ben, en fait, moi, je n'ai pas comme on dit en bon français, de background par exemple, dans toutes les questions là, de lutte des femmes ou dans des organismes de défense des droits des femmes ou de l'égalité. J'ai fait mes études en environnement, en protection de l'environnement. J'ai travaillé dans le domaine pendant une quinzaine d'années dans les entreprises comme gestionnaire en environnement. Donc, ça a été plus ça, si on veut, comment je gagnais ma vie. Mais pour moi, le féminisme, c'est un engagement personnel. Comme je le disais depuis que j'ai 15 ans, je ne sais pas pourquoi, je me sentais féministe et je suis féministe, même à une époque où c'était moins à la mode de le dire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même un effet de mode, c'est mieux vu. Et même quand on a fondé Québec solidaire en 2006, je me rappelle le fait que dans nos principes fondateurs, le féminisme en fasse partie, ben c'était très, très suspicieux. Moi, Françoise David est un modèle pour moi. Françoise David, qui était présidente de la Fédération des femmes du Québec dans les années 90 jusqu'en 2000, elle a fondé Québec solidaire et c'est pour ça que je suis allée en politique. S'il n'y avait pas Françoise David, je n'y serais pas allée. Aujourd'hui, Manon Mancé porte ça en elle. C'est elle qui attire beaucoup les jeunes femmes et tout ça, et aussi la jeune génération. Et elle est féministe. Moi, je connaissais Manon Mancé en 2004, mais elle n'était pas une figure connue comme aujourd'hui. Et donc, pour moi, le féminisme, c'est vraiment m'assurer, en le portant à l'Assemblée nationale du Québec, m'assurer que, par exemple, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, maintenant nouvellement, et le gouvernement de la CAQ, de façon générale, tout ce qui concerne les droits des femmes, que ce soit la violence faite aux femmes, les ressources qui sont mises là-dedans, jusqu'à l'égalité pleine et entière des femmes dans tous les domaines, c'est de contrôler les actions du gouvernement et m'assurer que ça va dans le bon sens. Donc, de poser des questions, de m'assurer qu'il y a un suivi. Donc, c'est ça mon travail à l'Assemblée nationale par rapport à la question du féminisme. Et aussi, d'une façon peut-être un peu plus personnelle, il y a à l'Assemblée nationale le Cercle des parlementaires. C'est pas très connu. Donc, ce sont toutes les femmes de tous les partis politiques qui travaillent ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut, dans la société et aussi au Parlement,
faire progresser la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et du féminisme. OK. Ben d'abord, c'est quoi être une femme en politique? Dans notre, là, on est dans un contexte, on est au Canada, on est au Québec. Déjà, je crois qu'on a certains avantages. Juste si je Oui, pense justement à votre pays d'origine, le Liban, qui n'ont pas nécessairement. Fait ici, ça peut ressembler à quoi être une femme en ben politique? en fait, c'est une très bonne question que tu poses parce qu'on pourrait dire, ben, tu sais, en politique, je veux dire, on a fait du chemin depuis le temps que Marie-Claire Kirkland, je veux dire, elle était devenue députée alors qu'elle ne pouvait même pas avoir de compte en banque sans que son mari signe. On n'est plus là. Aujourd'hui, il y a eu une grande évolution et ça, c'est important de le reconnaître. Maintenant aussi, on n'a jamais été aussi nombreuses comme élues à l'Assemblée nationale, élues femmes à l'Assemblée nationale du Québec. Faut que ça veuille dire quelque chose. On peut pas juste continuer. Souvent, les femmes se sentaient obligées d'agir comme un homme pour pouvoir avoir la crédibilité d'être une politicienne. Il y a Louise Arel, qui a été la première présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et depuis ce temps-là, on n'a plus eu de présidente jusqu'à à la fin de l'année 2022. On a eu la deuxième présidente de l'Assemblée nationale du Québec, qui est Nathalie Roy. Et donc, on sent qu'on est encore à une époque où où on est en train de briser des plafonds de verre. On a des premières et des deuxièmes fois encore, même en 2023. On peut dire, on est juste en 2023. Donc, et Louise Arel, ce qu'elle disait à l'époque, je l'ai entendu en parler, elle disait que quand elle disait son opinion comme femme, ben les hommes à l'Assemblée nationale, ses collègues lui disaient « Oui, 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 c'est ce que vous pensez. » Mais les vraies femmes, elles, qu'est-ce qu'elles en pensent? Donc, pour eux et elles, une vraie femme, ben elle était à la maison, elle n'était pas à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que aussi on est vraiment plus nombreuses. Donc c'est sûr que le fait qu'on soit plus nombreuses, ça veut pas dire que on a juste à être présente et tout va se faire. Faut que ça veuille dire quelque chose et on fasse avancer la cause des femmes. Moi, par exemple, depuis que je porte le dossier depuis octobre dernier, l'automne passé, on a siégé 2 semaines à l'Assemblée nationale et j'ai fait 2 actions en lien avec le féminisme et les enjeux qui touchent plus particulièrement les femmes. Mais quand ça touche les femmes, ça touche 50%, ça touche toute la société et c'est pas un truc particulier. C'est pas une minorité, les femmes. Et les 2 actions, comme par hasard, ont été transpartisanes. C'est-à-dire que ça allait au-delà des partis politiques. C'est des actions où j'ai travaillé avec les autres parlementaires des autres partis politiques, que ce soit le Parti québécois, la CAQ ou le Parti libéral du Québec. La première chose, une des actions, c'était l'Iran. On voit aujourd'hui, il y a une révolution féministe qui a lieu en Iran. Vous avez parlé de mes origines, je suis d'origine palestinienne, née au Liban. Même si je ne suis pas iranienne, j'ai plein d'amis de la communauté iranienne. Et moi, j'ai été extrêmement touchée personnellement en me disant que peut-être j'aurais pu, si mes parents sont pas venus au Québec, être comme ces femmes-là, ces jeunes femmes-là qui publient des choses sur leurs réseaux sociaux, très, très banales pour n'importe quelle jeune femme ici. Mais là-bas, c'est considéré comme... c'est interdit et elles se font emprisonner parce qu'elles participent aux manifestations. Et moi, j'ai la chair de poule juste à voir le slogan de cette révolution, c'est « Femme, vie, liberté ». Donc, le mot « femme » dans un slogan révolutionnaire, on a rarement vu ça. Et c'est très difficile. Il y a des jeunes femmes qui se font emprisonner. Donc, la première action que j'ai faite, j'ai interpellé mes collègues de tous les partis pour dire faudrait que toutes les femmes, je voulais que ce soit des femmes députées à l'Assemblée nationale, qu'on dise qu'on est solidaire des femmes en Iran. Ce que les femmes en Iran font, c'est pas comme ce qui s'est passé en Afghanistan, malheureusement, où une puissance colonialiste étrangère, impérialiste étrangère, comme les États-Unis vient dire, voici c'est quoi, on va vous libérer, vous les femmes afghanes. C'est les femmes de l'Iran qui ont décidé de se mobiliser. C'est un mouvement de fond de la rue et c'est là que j'ai interpellé mes collègues et on a adopté une motion début décembre dernier à l'unanimité. On a fait des discours pour appuyer ce que les femmes et les jeunes générations de l'Iran sont en train de faire et se battent pour l'égalité, pour la liberté, pour la démocratie, des valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, ça a été une action que j'ai portée et quand j'ai pris la parole, j'ai dit
on n'a jamais été aussi nombreuses comme femmes à l'Assemblée nationale du Québec. On n'est pas à 50%, mais presque, on s'approche. Et donc, faut que ça veuille dire quelque chose. Et une des actions, c'est de se mettre tout ensemble pour être solidaire des femmes iraniennes, pour demander que les violences s'arrêtent. Une deuxième action que j'ai faite en tant que femme, j'ai été interpellée par Léa Clermont-Dion, qui a, avec une cinéaste, Madame Marois, là, j'ai comme un blanc de mémoire de son prénom, et ils ont fait le documentaire contre les cyberviolences. Je vous salue, salope. Elles ont voulu en fait déposer une pétition qui a été appuyée par plus de 25 000, peut-être on est rendu à 30 000 personnes, pour dire il faut que les policiers, il faut que la société, c'est-à-dire que les policiers, quand une femme porte plainte parce qu'elle reçoit des messages violents sur les réseaux sociaux, et qu'elle se fait intimider, il faut qu'elle puisse, quand elle porte plainte à la police, qu'on ne lui dise pas, ferme ton compte ou il n'y a pas de danger, tout ça, c'est virtuel. Il faut sensibiliser et changer la formation des policiers pour qu'ils prennent ça au sérieux. Il faut qu'on légifère aussi par rapport à la cyberviolence parce que c'est vraiment tout un Far West, des réseaux sociaux. Et ce qui est là-dessus, c'est beaucoup les jeunes femmes qui se font intimider et c'est une façon où on veut les faire taire. Donc oui, il y a des élus à l'Assemblée nationale, les femmes prennent la parole sur la voie publiquement, mais après ça, dans leur vie privée et virtuelle, c'est toute une autre histoire. Il faut aussi légiférer, il faut sensibiliser les gens. Donc, avec le Parti québécois, le Parti libéral, on était avec Léa Clermont-Dion et d'autres cinéastes et une autre femme qui était une des protagonistes de son documentaire qui était intimidée, là, vraiment, puis ça a chamboulé sa vie. Et quand elle a porté plainte, on n'a pas tenu compte de sa plainte à la police. Donc, on a porté et on a déposé à l'Assemblée nationale cette pétition. Donc, ce sont des actions très, très concrètes. Et le gouvernement a dit qu'il allait faire quelque chose. J'ai déposé à la suite de ça une motion que le gouvernement aussi a appuyée, qui disait, par exemple, qu'il faut faire des changements, des modifications pour légiférer contre les cyberviolences. Donc, ce sont deux actions que j'ai faites de façon transpartisane. Moi, avant, je portais le dossier environnement, énergie, transport. J'ai pas fait beaucoup d'actions transpartisanes, mais quand il s'agit de sujets qui touchent les femmes et la condition féminine, ça fait que ça implique, de façon naturelle, on est porté à faire plus d'actions transpartisanes, un peu comme Les tribunaux spécialisés? Les tribunaux spécialisés, exactement. Je cherchais mon mot exact. Donc, ça aussi, ça a été fait de façon transpartisane. Donc, il y a quelque chose là qu'on fait, que l'arrivée des femmes à l'Assemblée nationale, une culture qu'on change. Quand on parle de ces enjeux-là, on les fait toutes ensemble. Il y a une solidarité au-delà des partis politiques pour faire avancer ces dossiers. Et moi, je trouve ça très, très inspirant. Si les femmes n'étaient pas là, je pense pas qu'on l'aurait fait. Puis, est-ce que des fois, vous sentez que... Je sais qu'aujourd'hui, vous parlez aussi en lien avec votre parti, mais fait que je sais pas si vous êtes à l'aise de répondre, mais est-ce que vous sentez que des fois, ce genre de mobilisation-là ou de projet-là intimide ou... sentez-vous des fois que c'est mal reçu ou qu'il y a une réticence de la part de d'autres ministères ou de la part de collègues masculins? Honnêtement, non. Moi, je l'ai pas senti. Il y a toujours une résistance, peut-être, pour changer les choses. C'est-à-dire que quand on travaille plusieurs partis ensemble, on a des fois des visions différentes et c'est normal. Je veux dire, on veut pas avoir un seul parti. Ça, c'est dans les dictatures. Dans une démocratie, il faut que on soit heureux qu'il y ait plus de partis politiques. Avant, il y en avait toujours deux partis politiques. Là, maintenant, c'est une multitude qui sont représentés et reconnus à l'Assemblée nationale. Et ça, on doit être content. C'est pas plus de chicane, c'est plus de démocratie. Il y a des partis, il y a des pays qui rêvent de ça. Donc, des fois, on a des visions différentes et il faut arriver à des consensus. Mais aujourd'hui, moi, je sens une plus grande ouverture pour ça. Il y a 10 ans, ça, j'étais pas là, mais je le sais que c'était beaucoup plus difficile et ardu parce que c'est nouveau. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on peut prendre pour acquis. Par exemple, quand le premier ministre dit que Polytechnique, c'était un féminicide. Quand on parle des femmes qui meurent de violences conjugales, aujourd'hui, on dit le mot féminicide. Ça a l'air banal. Je veux dire, mais oui, tout le monde maintenant, c'est un féminicide. Il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui.
il y a comme quand j'avais 35 ans, c'est pas il y a un siècle dernier, là, on est dans le même siècle. C'était pas facile de dire ce mot-là. Ben, les batailles des femmes, des gens dans la rue, la société évolue à une vitesse incroyable et tout le monde dit que c'est cyberviolence. Il y a eu quelqu'un récemment, je me rappelle, qui était à la télé à une émission de Marie-Claude Barrette à TVA, là, un masculiniste, là, qui a remis en question ça, d'utiliser le mot féminicide, que c'était pas bon pour les hommes et tout ça. Mais il s'est fait ramasser royalement. Et donc, ce genre de discours-là n'est plus accepté. Mais il y a 10 ans, c'était pas acquis. Fait que les choses changent vraiment vite et il y a une plus grande ouverture. Moi, je sens une plus grande ouverture. Ouais. Puis, tu sais, récemment, vous avez eu justement des actions mises en place avec la cyberviolence. Est-ce que vous êtes au courant un peu y a-t-il eu des discussions dans les dernières années, derniers mois, là, où vous êtes en poste aussi en lien avec les violences sexuelles? Tu sais, bien sûr, vu qu'on est au CALAX, qui est un centre exprès pour les femmes victimes d'agressions à caractère sexuel, on se rend compte que violences sexuelles, violences conjugales, souvent vont être mises ensemble dans les projets de loi, puis tout ça, dont avec les tribunaux spécialisés. Mais est-ce qu'il y a des discussions en lien avec ça, outre les tribunaux spécialisés, pour les femmes qui sont aux prises avec des vécus de violences sexuelles, de traumas sexuels? Ben, en fait, moi, ça fait pas longtemps que j'ai ce poste-là. Avant, c'était Christine Labrie et aussi Manon Mancé. Et Christine Labrie a attiré mon attention parce qu'elle a fait partie de tout le processus, le projet de loi et tout ça. Et elle m'a demandé de faire des suivis. Elle m'a dit, Ruba, maintenant, c'est pas parce qu'on a voté la loi que c'est terminé. Il y a des suivis qui doivent être faits. Il y a des recommandations qui ont été faites. Il faut en faire le suivi. Puis nous, c'est ça notre rôle quand on est dans l'opposition, c'est de contrôler l'action gouvernementale. On prend pas les décisions. C'est pas nous qui tenons le crayon pour faire les choses, mais il faut qu'on contrôle et qu'on surveille. La job n'est pas terminée. Donc, une des actions sur lesquelles je vais travailler, là, c'est par exemple, il y a une, c'est d'interpeller le gouvernement sur des actions qu'on a senti qu'il y a moins d'actions qui ont été faites. Par exemple, il y a eu c'est peut-être un autre sujet, il y a eu une commission parlementaire spéciale contre pour toute la question là, de l'exploitation sexuelle. Il y a eu des recommandations et normalement, il y a un comité qui doit se réunir, un comité où il y a plusieurs ministères qui sont autour de la table. Et on a fait, là, peut-être vous avez une primeur, là, on a fait comme une demande d'accès à l'information et il ne s'est pas réuni, il y avait un nombre de fois qu'il doit se réunir, il ne s'est réuni qu'une seule fois, il ne s'est pas réuni d'autres fois comme c'était prévu. Donc, ça, c'est sûr que c'est un suivi que je dois faire. Parce que si, par exemple, on fait des belles recommandations, tout le monde est d'accord, puis après ça, il y a personne qui fait le suivi, puis après ça, il y a d'autres urgences, rien ne se passe. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais interpeller. Là, j'ai même une rencontre tantôt avec quelqu'un de notre équipe pour interpeller, pour faire le suivi, pour dire, ben là, il va falloir que vous réunissez, il va falloir que les choses avancent dans des actions. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas encore au courant de tous les détails, qu'est-ce qu'ils doivent discuter et tout ça, mais ça fait partie de l'action que je dois faire pour m'assurer que ça se discute. Souvent, il y a des choses, par exemple, dès que les médias regardent ça, ils sont très, très présents. Puis à un moment donné, les médias, ben, il y a d'autres priorités. Leurs yeux sont tournés ailleurs. Ça ne veut pas dire que le travail doit arrêter. Au contraire, le travail doit continuer, même si c'est pas à la vue publique et tout ça. Il y a beaucoup de travail qui doit continuer. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vais surveiller de très, 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 très près. Parce que les actions, là, les recommandations qui ont été faites par ce comité-là sont nombreuses. Et c'est pas simple, ça ne se fait pas en claquant du doigt. Et on va pas juste avoir un rapport qui va se faire tabletter puis accumuler la poussière. Moi, je vais m'assurer que ça soit dépoussiéré. Ben, c'est rassurant. Moi, c'est sûr, je vous admire beaucoup d'être une femme en politique. T'sais, moi, j'utilise mon féminisme plus au communautaire à petite échelle, mais pour se rendre, je trouve, à vraiment se montrer en tant que femme dans la vie politique, puis, je veux dire, se présenter, avoir des pancartes avec son visage, sachant que il y a peut-être un monsieur qui est passé en troc, là, puis qui trouvait que ça n'avait pas sa place. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Tu sais, là, vous avez parlé de Françoise David, qui a été un modèle. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres modèles de femmes inspirantes plus tôt dans votre vie, plus dans votre vie personnelle, exemple,
Oui, moi, je suis une fille qui aime beaucoup l'histoire. Je ne suis pas historienne, là. J'aurais dû étudier là-dedans, des fois, je me dis, mais je sais pas, je me disais, j'avais pas envie d'aller, par exemple, en enseignement et tout ça. Fait que l'histoire, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui m'ont inspirée en me disant, j'ai toujours eu un attrait pour la politique, là, qui vient pas de ma famille. Ma famille n'aime pas la politique, du tout même. Mais là, ils sont fiers de moi, là, mais pour eux, c'est pas comme leur monde. Mais en regardant l'histoire, par exemple, je parlais de Marie-Claire Kirkland, qui a été comme la première femme élue. Elle a été députée toute seule et ministre pendant très, très, très longtemps. Donc, juste en regardant ça, même si elle était dans le Parti libéral, que moi, j'ai jamais eu tu sais, je me suis jamais sentie proche de ça. Il y a aussi, donc, quand je regarde cette femme-là dans l'histoire, ben ça vient m'inspirer. J'essaie de me rappeler de noms, là, parce que j'étais pas prête à la question. Je sais qu'il y en a eu, à chaque fois qu'il y avait une femme qu'on voyait publiquement, ben moi, ça m'attirait, puis j'avais envie d'en savoir un peu plus sur elle. Parce que je me disais, mon Dieu, c'est une femme en politique. Vous savez, moi, j'ai toujours été de gauche. Il y a par exemple Simone Monet-Chartrand, qui est la femme de Michel Chartrand, qui est connue. Elle était pas connue, hein, c'est souvent comme ça, la femme qui accompagne l'homme, surtout d'une certaine génération. Et plus tard, en vieillissant, ben, elle a écrit ses mémoires, elle a parlé de sa vie de famille et tout ça. Et moi, j'ai lu ça, j'étais jeune, et elle m'inspirait énormément. Elle est morte quand même, ça fait longtemps. Mais en lisant sa biographie et tout ce qu'elle a fait, puis il y a eu après ça une télésérie sur Simone et Monet, et Simone et Michel, là, les deux. Ça, je trouvais ça très, très inspirant de sa vie, même si moi, je sais que c'est une femme d'une autre époque où elle a eu beaucoup, beaucoup d'enfants, elle s'en est occupée, donc elle a été beaucoup à la maison, mais ça ne l'a pas empêchée après d'être aussi activement militante pour la cause des femmes. Y a-t-il des gens, exemple, des femmes, une professeure ou tu sais, quelqu'un... Dans la vie personnelle, pas nécessairement des personnalités. J'en ai pas eu personnellement. Honnêtement, là, moi, quand j'étais comme dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine, c'est là que j'ai rencontré Françoise. Et ça a été vraiment quelqu'un, c'est pas comme juste théorique, là. Elle est venue vraiment changer le cours de ma vie. Si elle ne s'était pas présentée en politique, si elle ne l'a pas fait, si ça n'a pas cliqué entre nous aussi de façon personnelle, c'est mon amie personnelle aujourd'hui, pour vrai, je ne me serais pas présentée en politique. C'était vraiment mon mentor. Donc, elle est venue de façon personnelle aussi, pas juste une femme de façon théorique dans ma vie, mais sinon, dans ma vie personnelle, je peux pas dire que j'ai eu une professeure qui m'a vraiment changé le cours de ma vie. J'ai pas eu cette chance-là de quelqu'un que je me rappelle. Évidemment, je me rappelle de mes professeurs et tout ça, mais qui ont changé le cours de ma vie très, très jeune. J'ai pas eu ça personnellement. J'ai pas eu cette chance-là. Mais aussi, j'imagine que là, c'est que c'est tellement inculqué tôt aussi pour les jeunes filles, les jeunes femmes, le féminisme, puis tout ça, puis de s'inspirer. Tu sais, je sais pas, vous me dites que vous avez 45 ans. Déjà, quand vous étiez enfant, peut-être que c'était pas nécessairement inné de dire... Non, que j'allais en politique, non. C'est ça que vous voulez dire? Non. Non, moi, j'ai toujours eu une attirance, mais pour moi, c'est pas pour devenir députée. Pour moi, quand, par exemple, j'ai été à l'université, je me suis beaucoup impliquée. J'étais au HEC, dans l'antre du capitalisme. Oui, mais on avait invité justement Michel Chartrand au HEC. Et donc, c'était à la fin des années 90. Et dans mon implication, c'était, oui, faut faire des affaires, mais faut respecter l'environnement. Donc, d'où mon implication aussi en environnement. L'art Varidel, qui n'était pas connu à l'époque, on l'invitait aussi au HEC pour parler du commerce équitable, qui était comme une nouvelle affaire, puis le café équitable. On vendait du café équitable pour les étudiants, pour financer notre association étudiante qui s'appelle Humanitaire. TERRE, donc de faire des affaires, mais en respectant les droits humains, en respectant l'égalité entre les hommes et les femmes, en respectant l'environnement. Donc, c'était un petit peu précurseur là, à la fin des années 90. Donc, moi, c'est là que je me suis engagée et j'ai eu mon engagement, mais toujours comme militante. Quand je suis allée à Québec solidaire, il y avait un mouvement politique avant, Option citoyenne, et après ça, Québec solidaire. C'était pas pour devenir députée, c'était vraiment pour être militante. C'est vraiment après que Françoise David m'a dit, ben là, Ruba,
Tu peux pas t'impliquer comme ça puis pas faire le pas de plus. Il y a une élection qui s'en vient, c'était en 2007. Il faut que tu te présentes. Je dis non, j'ai peur, je veux pas mettre ma face sur des pancartes. Pour moi, j'étais très intimidée par ça. Oui, je voulais travailler pour une autre personne, pour m'impliquer dans sa campagne, mais pas moi. Mais comme d'habitude, les hommes, eux autres, ils lèvent tout de suite la main quand on dit il y a un poste de candidature, est-ce que tu veux te présenter? Ils sont là. Les femmes, il faut aller les chercher. Et c'est ce que Françoise, Manon et d'autres femmes ont fait pour dire, ben là, il faut que tu te présentes. C'est là que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis ma face sur des poteaux en 2007. Je l'ai refait une deuxième fois en 2008 aussi. Ça, c'était dans Laurier-Dorion. Et c'était pas évident pour moi que j'allais le faire, mais c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui me dit faut que tu le fasses, qui m'a encouragé à le faire que je l'ai fait. J'étais pas portée à lever la main. Maintenant, en 2018, quand Amir Kadir dans Mercier, sur le plateau, donc lui qui était là depuis une dizaine d'années, m'a appelé pour me dire Ruba, nous on veut pas nécessairement que ce soit une personnalité qui vienne à ma place, c'est important pour nous que ce soit une femme racisée qui vient d'ailleurs, et aussi une femme qui a été impliquée dans le parti depuis très, très longtemps. Donc, je cochais toutes les cases. Et il m'a dit, est-ce que tu veux te présenter? Donc, là, j'ai eu peur. Là, j'ai dit, OK, si je me présente, cette fois-là, ça veut dire que je vais gagner. Ça veut dire que je ne serai pas juste militante, mais que je vais devenir députée et ça va devenir mon travail. Et c'est vraiment parce que je suis bien entourée et que je suis dans un parti politique que j'ai eu le courage de le faire. Seule, par exemple, moi, j'ai pas le profil pour devenir députée indépendante où je serais là toute seule. Je ne suis pas capable. J'ai besoin de l'équipe. J'ai besoin de faire ça avec l'équipe, de me sentir bien entourée. Il y a Manon Massé qui est là, que je connaissais depuis très, très longtemps. Donc, ça me rassurait pour le faire. C'est flatteur d'avoir eu, tu sais, la reconnaissance de quelqu'un déjà qui a une grande prestance, là, je trouve, au Québec, qui était beaucoup mis de l'avant, puis que lui-même aille vous chercher. Puis aussi, ben, je pense que j'ai un petit parti pris, mais tu sais, Québec solidaire, je trouve aussi que ça se dégage, que c'est une équipe, puis que vraiment, il y a ce sentiment-là de... Ça fait partie de la communauté, tu sais, le parti, c'est... Ben, exact. On peut pas dire qu'on est solidaire sans être solidaire entre nous aussi. Donc, c'est toujours ça qu'on fait. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, depuis la dernière élection, il a dit, on va mettre de plus en plus notre équipe de l'avant. Nous, on n'a pas cette idée de dire, ben, il y a un chef, comme on dit, c'est lui qui décide tout, puis il fait juste consulter les autres. Quand on défend des valeurs de démocratie dans la société, il faut qu'on donne l'exemple, puis qu'on soit aussi démocrate aussi à l'interne. Donc ça, c'est une force. Et moi, j'aurais pas été capable de faire autrement, de juste faire mon implication personnelle seule avec ma personnalité. Ça, j'aurais pas été capable de le faire personnellement. Donc, j'avais besoin de ça. Peut-être que les hommes, je sais pas, est-ce que c'est le fait d'être une femme, j'ai besoin qu'on soit en équipe et tout ça, peut-être. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais j'ai besoin d'être encouragée, d'être validée. Je sais pas pourquoi les femmes, on a toujours besoin de ça, d'être reconnues pour avoir pour avoir envie de le faire. Ça, c'est un besoin que j'ai et je le retrouve maintenant dans cette famille qui est Québec solidaire et ça me donne le courage de le faire. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent puis elles ont envie d'aller de se présenter en politique ou de dire, ben moi, j'ai envie de le faire, pour être confronté, souvent la façon, tu sais, parce que des fois aussi on peut être critiqué, on peut se faire critiquer, ben on a besoin d'être appuyé par une équipe. Mm-hmm. Donc ça, c'est une façon aussi de nous aider puis de nous sécuriser aussi pour le faire. Ouais. Dans un mois et demi environ, ça va être la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. J'ai une question, seulement si vous êtes à l'aise là, de répondre. Venant de parents immigrants, justement, puis être arrivé ici, dans le fond, vous êtes né au Liban, puis vous avez immigré par la suite. Ça a été quoi, justement? Y a-t-il des moments marquants, soit dans l'expérience de votre mère en tant que femme immigrante ou vous-même en grandissant ici? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants ou est-ce qu'il y a eu des choses positives ou négatives que vous avez remarquées au Québec avec la place des femmes immigrantes, par exemple? Oui, mais tu sais, souvent quand on dit quand on se compare, on se console, c'est sûr que moi, venant de pays où, disons, les droits des femmes sont pas vraiment respectés, sont même pas présents, des fois, je veux dire, dans les lois, c'est discriminatoire, c'est même pas juste en théorie.
C'est-à-dire que dans les lois, c'est respecté, puis après ça, dans la vraie vie, ça ne l'est pas. Même dans les lois, ça ne l'est pas. Et moi, je dis souvent que je remercie mes parents qu'on ait immigré ici parce que ça a fait en sorte que j'ai pu vivre ma vie. Peut-être qu'elle aurait été beaucoup plus différente dans mon pays d'origine. Et mes parents ont immigré ici souvent, comme la majorité des parents d'immigrants, ils le font pour leurs enfants. Ils le font même pas nécessairement pour eux. Et nous, on était 3 filles, là. Il y en a eu une 4e qui est née ici. Puis, donc, on est 5 enfants parce qu'il y a aussi mon frère. Donc, pour eux, ils ont fait ça aussi pour leurs filles parce qu'ils savaient qu'on allait pouvoir nous épanouir en tant que femmes. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème parce que je suis une femme immigrante. Parce que je suis arrivée très jeune, donc j'ai pu m'initier puis m'intégrer dans la société et m'intégrer. Ça a été plus le clash entre la société d'accueil, ses valeurs qui sont beaucoup plus libérales, et ma famille. Moi, je viens d'une famille musulmane où c'est quand même plus conservateur. Donc, ça a été ça un petit peu plus le clash que j'ai vécu et qui a fait que j'étais déchirée entre les valeurs qu'on me disait à la maison et après ça, les valeurs de la société. Puis ça a été un déchirement constant qui existe encore aujourd'hui. Du haut de mes 45 ans, ça existe encore aujourd'hui. Je suis pas en train de dire qu'il y a telles valeurs qui sont plus importantes que l'autre. Au contraire, moi, maintenant, je le vis comme une richesse d'avoir cette dualité-là, je suis capable de comprendre quand, par exemple, des familles immigrantes vivent des enjeux, une incompréhension entre ce qu'elles vivent puis la société d'accueil. Souvent, la société d'accueil qui va juger ces gens-là qui s'habillent différemment, les femmes qui portent le voile. Moi, ma mère le porte, elle portait pas à l'époque, elle porte maintenant. Et donc, je suis capable de comprendre ce qu'elle vit, que c'est pas juste du noir, c'est pas juste négatif. Je suis capable de le comprendre, tout en comprenant aussi la société d'accueil qui regarde ça d'un œil un petit peu suspicieux. Qu'eux autres, ils respectent pas leurs femmes, ils respectent pas les droits des femmes. La vérité n'est pas noir ou blanc. La vérité se situe entre les deux. Et je me sens comme un pont entre ces deux, les cultures différentes. Je ne vais pas être la première à jeter la pierre aux familles immigrantes qui, des fois, par exemple, vont faire des choix pour leurs enfants parce qu'ils ont peur, qu'ils arrivent dans une nouvelle société puis ils veulent protéger leurs enfants. Puis, en même temps, je vais pas dire, mon Dieu, la société d'accueil juge les immigrants, puis ça n'a pas de bon sens. Je le comprends, puis ça, c'est difficile à expliquer, là. Mm-hmm. Il y a eu un documentaire de Fabrice Ville qui l'a fait récemment, il y a quelques années à Télé-Québec, dont j'oublie le titre là, du documentaire, où il dit que des fois, quand on est immigrant, on a l'impression, venant d'une famille immigrante, où des fois, on cache notre différence, et des fois, on va un petit peu même juger nos parents, ou puis là, plus tard, on se sent coupable, puis parce qu'on a un petit peu trahi nos parents. Caroline Dawson, dans son livre « Là où je me terre », en parle beaucoup, et ça, je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire que quand on est jeune, on veut tellement s'intégrer dans notre société qu'on va un petit peu faire semblant qu'on n'est pas comme notre famille parce qu'on veut s'intégrer. Et ça, comme jeune immigrant, je l'ai fait. Mm-hmm. Puis après ça, on se sent coupable par rapport à nos familles. Ou par exemple, je sais pas, on est assis avec nos amis, c'est surtout à l'adolescence, jeune adulte. Puis là, on critique une façon de vivre des musulmans. Je suis musulmane, mais tu sais, je vais peut-être participer un petit peu à ça. Et après ça, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma famille, j'aurais dû plus la défendre. Mais c'est parce qu'on veut se mouler dans la majorité. Mm-hmm. Donc, ce genre d'expérience-là, comme immigrante, je l'ai vécu et je le comprends. Aujourd'hui, j'assume beaucoup plus qui je suis, mes origines, et j'assume les contradictions qui existent aussi entre les deux. J'essaie pas de cacher un côté ou l'autre. Et ça, c'est une expérience qui est partagée aussi par des immigrants beaucoup et que moi, je peux comprendre, que je peux comprendre. Puis souvent, à chaque fois que je suis invitée par des jeunes issus de l'immigration, je veux leur parler. Je veux leur dire, je sais que des fois, vos parents peuvent être plus sévères, ils veulent vous protéger et tout ça. En même temps, dans votre société, tu sais, des fois, on dirait qu'il faut que en tant que jeunes, qu'on choisisse notre camp. Ou on est dans le camp de la société d'accueil, puis on rejette notre famille, ou on est dans notre famille, puis on rejette la société d'accueil. Et il y a un dialogue qui doit se faire, et ça prend du temps. Moi, j'ai envie de contribuer un petit peu à ça. C'est-à-dire, je rencontre des jeunes, mais j'ai envie aussi de rencontrer leurs parents pour leur dire un petit peu c'est quoi le processus que même moi, ma famille a fait. La façon que moi, j'ai été élevée par mes parents,
comparativement à ma sœur, on a 15 ans de différence, c'est totalement différent. Moi, avec moi, c'était ultra sévère. Ils voulaient protéger notre culture, ils avaient peur, tu vas pas dans les fêtes des familles parce que c'est pas la même façon, ils élèvent leurs enfants différemment. Ma sœur, quand elle était beaucoup plus jeune, mes parents, ça faisait longtemps qu'ils étaient au Québec. Donc, ils étaient beaucoup plus en sécurité, plus confiants. Et ils étaient beaucoup moins sévères et ils étaient, beaucoup, beaucoup plus ouverts parce qu'ils ont compris dans quelle société ils sont. Donc, ça aussi, il faut donner le temps aux familles immigrantes de s'adapter, de s'intégrer. Ça prend du temps. Et comme moi, je me sens comme un pont entre les deux cultures, puis j'ai envie d'y contribuer. C'est ça. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que je l'ai devant moi. Là. Je sais pas si vous avez lu le livre de Dania Suleman. C'est Les malentendus. Non, mais mon Dieu, Puis elle fait comme justement tous les liens entre la foi et le féminisme. Fait qu'elle parle beaucoup des liens justement entre l'islam puis le féminisme. Puis bon, en tout cas, il y a tous les liens avec le fait que les femmes musulmanes se sont réappropriées le Coran, puis tout ça. Puis oui. Moi, je trouve ça fascinant, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que justement, il y a peut-être un manque d'ouverture à ce niveau-là, ce qui fait que les gens, j'ai l'impression, se protéger, parfois aiment mieux penser que ces femmes-là doivent être sauvées. Fait que je trouve ça intéressant d'ouvrir la porte, puis on l'a invité aussi au balado, là, de donner la parole à ces femmes-là de parler pour elles-mêmes, là, tu sais, dans un sens. C'est très bon. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont participé aussi à ce processus-là, où il y a tout aussi au Maroc, il y a toute des intellectuels féministes qui disent, il y a une lecture féministe aussi de l'islam. On le voit en Iran. Là, en ce moment, en Iran, ce qu'on voit, c'est les femmes qui enlèvent leur voile, qui coupent leurs cheveux, tout ça. Et c'est normal, mais il y a des femmes qui portent le voile et qui participent aussi à ce mouvement-là. C'est sûr qu'on les voit un petit peu moins. Au Québec, il y a comme un tabou. Quand je participe à des manifestations, les femmes qui portent le voile osent pas aller à ces manifestations-là, alors que elles sont solidaires, ces femmes-là, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Et ça, je trouve ça dommage, parce que l'objectif de ce mouvement-là, c'est la liberté de choix. Et on peut être féministe. Je veux dire, ma mère, elle porte le voile, puis elle trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe en Iran. Puis elle le comprend, puis elle dit, jamais mes parents nous ont obligés à le porter, alors qu'eux, ils y croient. Donc, c'est comme si dans la perception des gens, c'est noir ou blanc, il faut choisir son camp. À chaque fois, comme moi, je défends, il y a tout un mouvement aussi de parrainage de prisonniers politiques. J'ai été la première au Québec à le faire. On l'a fait toutes les députés de Québec solidaire et sur les réseaux sociaux. On parle de cyberviolence, là, je dis pas que c'est la cyberviolence, mais tu sais, des fois, les commentaires sont très négatifs. Ah oui, mais vous défendez les femmes iraniennes, mais ici, les femmes qui portent le voile, vous défendez ça. Donc, il y a tout un sujet tabou, une incompréhension, c'est noir ou blanc, alors que ça n'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis au Québec, c'est vraiment problématique, là. Je veux dire, le fait qu'on muselle des femmes qui portent le voile, qui disent « je suis féministe », alors que ce discours-là existe, on leur dit non, tu sais pas de quoi tu parles, tu peux pas parler de féministe, tais-toi. Ça m'horripile au plus haut point. Donc, tu parles de ce livre-là, moi j'ai envie de courir à la librairie puis de l'acheter. Là, puis je vais écouter aussi la balado, c'est un sujet qui me passionne, qui est extrêmement important, puis on n'est pas capable d'en parler. Dès qu'on ouvre la bouche pour en parler, tout de suite, il y a une incompréhension, il faut que tu choisisses ton camp. Moi, je suis pas une radicale des deux côtés. Moi, je me dis, il faut faire des ponts, puis je suis capable de comprendre les deux points de vue. Puis il y a une façon d'en parler de façon beaucoup plus posée. Et là, on parle de l'Iran, puis on vient polluer tous nos discours ici, puis nos débats à la loi 21 avec ce qui se passe en Iran. Il y a une incompréhension et on mélange tout. C'est fou. Un jour, j'espère qu'on va pouvoir en parler de façon apaisée de ça. Et ça prend des gens comme l'autrice dont tu viens de parler. Ouais. Oui, j'espère qu'il va y avoir une plus grande ouverture, puis je pense que ça va dans tout, mais tout ce qui est tabou, ça freine le progrès, là. Vraiment. Fait que, oui, clairement, ouais. J'aurais 3 petites questions en terminant en lien justement avec la journée du 8 mars qui s'en vient. S'il y avait un droit auquel vous ne pourriez jamais renoncer en tant que femme, ça serait quoi? Oh mon Dieu, juste un seul? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mon Dieu, parce que le premier, évidemment, que je vais nommer, à cause du contexte actuel, c'est le droit à l'avortement.
Ça, là, tu sais, peut-être que j'aurais pas dit ça s'il n'y a pas eu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrêt, là. Donc, si le droit à l'avortement n'était pas remis en question aux États-Unis, peut-être que j'aurais parlé d'un autre droit. Mais là, celui-là, auquel on ne peut pas renoncer jamais, 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 c'est le droit à l'avortement. Et oui, on est plus, c'est différent, c'est pas le même contexte au Québec, au Canada par rapport aux États-Unis. Mais rappelons-nous, il y a Pierre Poilievre qui est là. Là, on a l'impression que maintenant, il prendra jamais le pouvoir. C'est ça qu'on disait dans le temps de Trump. Donc, il faut faire attention, il faut rester vigilante. Et ça, c'est le droit auquel je ne voudrais jamais qu'on ne renonce au Québec. Mm-hmm. Évidemment, il y en aurait beaucoup, là, mais pourquoi vous pensez que c'est toujours d'actualité puis important d'avoir une journée des droits des femmes? On a encore besoin de la journée du 8 mars parce que encore en 2023, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes. Mm-hmm. Elles meurent parce qu'elles sont femmes, que ce soit de la violence conjugale, de la violence des femmes qui, par exemple, qui dans la rue, toutes sortes de femmes qui proviennent de plein de milieux meurent parce qu'elles sont des femmes. Et ça, on a besoin de ça. En ce moment, c'est l'urgence actuelle qui a lieu. Plus, évidemment, tous les droits. Hein, on a beaucoup parlé des droits publics, le droit au travail, le droit de vote, le droit de se présenter en politique. Mais il y a tout l'aspect privé a été oublié. J'entendais Francine Pelletier en parler récemment. C'est comme si l'égalité entre les hommes et les femmes dans les chambres à coucher, on a l'impression qu'on n'a pas à toucher à ça. Avec le mouvement MeToo, avec les dénonciations, disons-nous, tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, ben c'est un mouvement extrêmement important et il ne parle pas uniquement des droits publics, mais il parle des droits dans les chambres à coucher, chez nous, dans nos salons. Et ça, c'est politique. Le privé et politique, c'est encore d'actualité. Tout à fait. Si vous parlez à une femme en 2050, une jeune femme, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez? Ah, wow, c'est une belle question. Je souhaite que la jeune femme qui nous écoute en ce moment, en 2050, qu'elle n'ait plus à célébrer le fait de bataille gagnée, que ça devienne un acquis. Je souhaite que la journée internationale des droits des femmes, là, le 18 mars, n'existe plus, mais qu'elle se rappelle qu'elle a existé et que ça soit un fait historique, puis qu'elle se dise, mon Dieu, en 2023, les femmes devaient encore se battre pour ne pas mourir, pour ne pas subir de la violence, que ce soit de façon virtuelle ou réelle, parce qu'elles sont des femmes, mais que ce soit un fait historique, qu'elles se rappellent. Un peu comme nous, on se rappelle qu'il y a des femmes qui se sont battues pour le droit de vote. Pour nous, le droit de vote, c'est un droit acquis. Il y a encore des pays où il n'existe pas, mais vraiment, c'est une minorité minoritaire. Donc, je souhaite qu'elle regarde tout ça comme nous, on regarde aujourd'hui comment les femmes étaient dans les derniers siècles, où elles n'avaient pas le droit de vote, où elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, puis que tout ça soit acquis. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais honnêtement, merci beaucoup pour votre temps, Madame Gazal. Ça a été vraiment intéressant, puis je suis vraiment choyée d'avoir pu avoir un petit trou dans votre horaire aujourd'hui. Ben, ça fait vraiment, vraiment plaisir, Camille, puis réinvitez-moi n'importe quand.